Merci Jacques, Monsieur le Président, le Secrétaire Général et chers collègues, bonjour. Alors cette diapo est un peu chargée, elle ressemble un peu aux carrosseries des Formule 1 qui ont envahi les Invalides, mais elle reflète le dynamisme et de la multidisciplinarité qui entoure cette prise en charge, en tout cas dans un centre de cardiologie pédiatrique et néonatale comme Necker. Et c'est bien une approche multidisciplinaire, ce qui justifie ces besoins que je présente ce topo devant vous aujourd'hui. Alors, environ 20% des cardiopathies congénitales, qui représentent à peu près 9 naissances sur 1000, sont considérées comme critiques, c'est-à-dire que dans les 28 premiers jours de vie, si leur traitement curatif n'a pas lieu, eh bien, elles peuvent être létales. Elles sont létales. Et parmi elles, un très petit nombre peuvent tuer effectivement dès le premier jour. Ce risque est la conséquence plus ou moins directe et plus ou moins immédiate de la fermeture de communication intracardiaque et qui mettent en relation le cœur droit et le cœur gauche et la circulation systémique et la circulation pulmonaire qui seront bien séparés après la naissance. Donc le canal artériel, le foramen ovale, dans une moindre mesure le canal Laurentius, très indirectement quand des retours veineux pulmonaires sont systémiques et en sous-diaphragmatique. Donc ces cardiopathies critiques, le contenu strict de la mission d'aujourd'hui, c'est effectivement celles qui peuvent tuer le premier jour, essentiellement la transposition des gros vaisseaux, puisque dans ce cas, ces deux circulations parallèles, en l'absence de patence de perméabilité large du foramen ovale, vont entraîner effectivement une souffrance hémodynamique et hypoxique presque immédiate. Le retour veineux pulmonaire anormal total, donc le retour veineux pulmonaire qui ne rejoint pas l'oreillette gauche et qui va rejoindre le retour veineux systémique en différents endroits, soit sus-diaphragmatique, soit intracardiaque dans le sinus coronaire, soit sous-diaphragmatique, avec toujours un risque que le collecteur se bouche après la naissance et entraîne, là encore, une souffrance, une détresse vitale très rapide. Et puis enfin, le troisième cas de figure qui rentre dans cette urgence du premier jour, la nécessité immédiate, voire périnatale, voire prénatale peut-être un jour, d'instaurer un entraînement électrosystolique pour les blocs auriculo-ventriculaires complets avec une fréquence très basse, en particulier inférieure à 50 quand il existe des signes par ailleurs d'insuffisance cardiaque avec anasarque. Et ceci, bien sûr, rentre le plus souvent et rarement inaugural et rentre le plus souvent dans une pathologie de dysimmunité maternelle avec des anticorps anti-Sjögren, qu'il s'agisse d'un lupus ou d'une maladie de Couchereau-Sjögren ou d'autres auto-immunités. Et le risque de récidive et d'aggravation au cours des grossesses successives a permis d'être reconnu et un traitement préventif par corticothérapie et plaquenil est possible et nécessaire dans ces conditions. Dans ces cardiopathies congénitales critiques, avec des urgences généralement différées et différables pour leur traitement, se trouvent celles dont la circulation pulmonaire est ductodépendante. C'est essentiellement les rétrécissements, atrésie ou sténose sévère sur la voie pulmonaire après la naissance et la nécessité de la permanence de la perméabilité du canal artériel est généralement assurée par l'administration de prostaglandine. Encore faut-il ne pas différer ce traitement et le bénéfice du diagnostic prénatal, on le verra, est bien reconnu. Dans la même logique, la circulation systémique peut être ductodépendante pour toutes les obstructions, coarctation, interruption de l'arche ou atrésie ou sténose critique de l'aorte. Et puis, il existe des cardiopathies dont la physiopathologie de la décompensation est divers, mais où la contractilité et l'insuffisance cardiaque par régurgitation auriculo-ventriculaire peut être au premier plan et d'évolution très variable après la naissance, comme les anomalies d'Epstein de la valve tricuspide ou la présence d'un tératome cardiaque. Le diagnostic prénatal des cardiopathies congénitales, il a été particulièrement précocement bien fait et bien enseigné en France, avec des pionniers comme Laurent Fermont, comme Nadine David, comme le docteur Pézard, qui ont pris leur bâton de pèlerin et qui ont enseigné
les échographistes, généralement gynéco-obstétriciens, à examiner la coupe 4 cavités, le croisement des gros vaisseaux. C'est en France qu'on a commencé à regarder ce croisement des gros vaisseaux bien avant, par exemple, les États-Unis, où ce cahier des charges est encore très nouveau et très partiel. Et puis, la porte d'entrée par le cœur va révéler dans une proportion variable en fonction de la malformation, un problème génétique, qu'il s'agit d'un problème chromosomique, d'un déséquilibre génomique, et maintenant, bien entendu, devant une cardiopathie dont on connaît son association avec ce type de problème, on demande non seulement un karyotype, mais aussi un examen par puce ADN pour chercher un déséquilibre génomique autre qu'une aneuploïdie. Et certains syndromes, comme le syndrome Charge, sont effectivement des facteurs d'aggravation du pronostic tout à fait considérables qui ne mettent plus la cardiopathie au premier plan. Alors, pour parler donc stricto sensu de ces cardiopathies qui tuent le premier jour, ou qui doivent être prises en charge le premier jour pour ne pas que ça se produise, vous avez ici une coupe 4 cavités normale, et ce qui nous intéresse dans ce retour veineux pulmonaire, c'est l'aspect de l'oreillette gauche, qui doit montrer au moins une des deux veines pulmonaires supérieures ici, et le Doppler couleur sur la droite vous montre deux de ces veines, et ceci élimine la possibilité d'un retour veineux pulmonaire anormal total. C'est un diagnostic difficile. Les portes d'entrée dans ce diagnostic en anténatal sont généralement une asymétrie ventriculaire, puisque le côté gauche se voit privé du retour veineux pulmonaire. Il n'y a généralement pas de mauvaise tolérance sur le cœur droit, puisque la composante pulmonaire en anténatal est bien minime dans les flux, mais il y a une asymétrie avec un côté droit plus large. Et l'aspect de l'oreillette est particulier, en ce sens qu'elle est lisse, sans arrivée vasculaire, qu'il est souvent noté une image vasculaire d'addition, un petit peu parallèle au bord externe de cette oreillette gauche, qui est souvent le collecteur de ce retour veineux anormal, et puis un éloignement relatif de l'aorte descendante de cette oreillette gauche. Ce sont les signes principaux. Quand le collecteur est intracardiaque dans le sinus coronaire, on a une image de pseudo-communication interauriculaire. Donc tout ça amène à une consultation bien fléchée en France et très accessible à un cardiopédiatre faisant du diagnostic prénatal, et c'est là généralement que ce diagnostic est fait. Une grande proportion de ces retours veineux pulmonaires anormaux, qui représentent seulement 1% des cardiopathies congénitales, sont associés à des anomalies complexes, et en particulier les syndromes d'hétérotaxie, qui sont généralement un signe d'appel qui est parlant avant d'examiner le cœur, puisque comme vous voyez sur la boucle de gauche, la pointe du cœur est orientée de l'autre côté que la présence de l'estomac, et ceci suffit à, bien entendu, faire demander une expertise de ce type de cas. Alors, la transposition des gros vaisseaux, c'est une malformation exemplaire et emblématique, à la fois dans les progrès que font les échographistes généralistes, entre guillemets, obstétriciens, et dans les progrès qu'a pu apporter le diagnostic prénatal à la survie des enfants porteurs de cette cardiopathie. On ne voit pas ici un croisement normal des gros vaisseaux, mais un trajet parallèle de l'aorte et de l'artère pulmonaire, avec une discordance ventriculo-artérielle, et ce signe a été bien assimilé par la très grande majorité des échographistes. Quant à en déterminer le pronostic immédiat par la taille du foramen ovale et donc sa probabilité de se fermer précocement après la naissance, la sensibilité de cet aspect-là de l'examen est mauvaise, et donc ne peut pas suffire en soi-même à déterminer d'un lieu de naissance qui serait différent d'un centre cardiologique quand le diagnostic est fait en prénatal, mais on reviendra là-dessus. Si on regarde l'évolution du diagnostic de cette maladie, de cette transposition, et à l'autre bout du spectre, puisque cette maladie est éminemment curable et avec un très bon pronostic et très peu de demandes d'interruption de grossesse dans ce contexte, si on regarde à l'autre bout du spectre, je suis désolé pour ces phrases d'anglais qui sont restées, qui ont échappé à ma traduction, vous trouvez l'hypoplasie du ventricule gauche, et quand vous comparez les deux, si vous regardez pour la transposition dans la période 83-88, donc la phase très active d'évangélisation de nos cardiopédiatres pionniers, 12% de diagnostic prénatal, et on a dépassé 75%
après les années 2000. Donc c'est un très bel exemple d'apprentissage, de reconnaissance. Et quand vous regardez la mortalité périnatale de cette malformation, on passe de plus de 20% dans les années 80 à 5% au début des années 2000. Donc c'est une très belle évolution. Et en particulier, cette baisse est particulièrement sensible dans la première semaine de vie, puisque c'est en fait l'intervalle qui va amener de la naissance jusqu'au bloc opératoire, qui est essentiellement touché par ce progrès. Alors, je ne vais pas vous faire une revue exhaustive de la littérature, mais il se trouve que récemment a été publiée une méta-analyse des meilleures séries qui ont regardé ces cardiopathies critiques et l'impact du diagnostic prénatal sur leur évolution. Et au total, on se retrouve avec un peu plus de 1300 cas, ce qui est, considérant la rareté de ces pathologies, tout à fait remarquable. Vous voyez que 22% avaient bénéficié d'un diagnostic prénatal et 80% non, mais vous voyez que ces études, quelquefois, remontent à la fin des années 90. Si l'on compare ces deux populations et qu'on exclut les enfants qui avaient, ou les fœtus plus exactement, qui étaient à très haut risque de toute façon d'aller très mal, eh bien, on est dans les conditions où chacun pouvait avoir accès à une chirurgie bien planifiée et aux meilleurs standards. Et on voit que la survie est 2 fois meilleure dans le groupe qui a eu un diagnostic prénatal, et ceci est essentiellement dû à une diminution de la mortalité préopératoire. Une fois que ces enfants sont opérés, qu'ils aient été diagnostiqués en pré ou en postnatal, dans cette méta-analyse, il n'y a pas de différence de survie. Mais si on regarde des séries, là encore, très, très connues et pionnières, comme celle de Damien Bonnet dans Circulation en 1999, les enfants étaient plus stables à la chirurgie et il y avait une moindre mortalité post-chirurgicale et des séjours d'hospitalisation plus courts. Et pour certaines séries, le suivi à 6 ans a montré que le bénéfice du diagnostic prénatal en période périnatale allait jusqu'à cet âge plutôt avancé. D'autres cardiopathies que la TGV sont concernées, et en particulier les coarctations de l'aorte. Et les formes d'ailleurs les plus sévères sont celles qui sont vues en prénatal. Et malgré cette sévérité, il existe un bénéfice au diagnostic prénatal versus le diagnostic postnatal de formes souvent moins sévères. Donc l'impact du diagnostic prénatal est tout à fait considérable. Au-delà du diagnostic prénatal, il est indispensable de faire rentrer ces fœtus et donc ces futurs enfants dans une filière de soins qui fasse que le bénéfice du prénatal soit conservé à la naissance. Il n'existe aucune indication et il existe surtout un risque de les faire naître prématurément. Ceci est particulièrement important lorsqu'il existe des anomalies associées comme un excès de liquide amniotique qui pourrait faire naître ces enfants plus tôt, ce qui n'est pas le cas généralement avec la transposition des gros vaisseaux qui est complètement isolée. La façon dont nous fonctionnons à Necker, c'est une consultation conjointe en hôpital de jour où tous les interlocuteurs, l'obstétricien, le cardiologue, le néonatologue, éventuellement le généticien, sont consultés le même jour. Si des examens complémentaires comme la réalisation d'un cariotype ou d'une IRM sont nécessaires, ceci est fait. Et une évaluation par des cardiologues spécialisés dans ces cardiopathies congénitales décide du lieu d'accouchement et de la conduite à tenir. Quand on fait ce diagnostic, on s'expose bien entendu à des diagnostics erronés, et c'est important. Cette expérience de Necker dans la thèse de Meriem Bensemlali retrouve chez des nouveau-nés nés à Necker, soit nés vivants, soit interrompus, s'est intéressé à ce problème et on voit qu'il y a une discordance au diagnostic pré- et postnatal chez les nouveau-nés vivants de 30% et 50% après interruption de grossesse. Cela dit, quand on regarde ce qui a vraiment pu avoir un impact sur la prise en charge périnatale, des diagnostics vraiment incorrects ou partiellement incorrects avec un impact, c'est 10% de cette population. Mais on a dans ces 10%, eh bien, en gros, une proportion pas tout à fait équivalente de mauvaises et de bonnes nouvelles parce que le pronostic pouvait être meilleur qu'il n'était annoncé dans à peu près 2 fois plus, pas tout à fait 2 fois plus de cas qu'une aggravation postnatale et un compromis de la prise en charge de l'enfant. On a élargi donc le raisonnement aux cardiopathies qu'on peut transférer in utero, même si elles ne sont pas à risque évident de s'arrêter le premier jour. Celles qui menacent immédiatement la vie, qui pouvaient avoir un impact et être traitées in utero, on y reviendra plus tard, et celles dont l'évolution est incertaine, c'est tout à fait important. Et vous voyez que dans les transferts a posteriori qui auraient pu ne pas avoir lieu, il y en a très peu dans les pathologies artérielles dont on parle, et beaucoup plus
dans des pathologies comme la tétralogie de Fallot, qui, même quand elle n'est pas syndromique, est d'évolution immédiate, beaucoup plus incertaine. Voilà, en conclusion, la multidisciplinarité nous paraît être tout à fait au cœur de cette prise en charge, à la fois dans l'exactitude du diagnostic et aussi du pronostic, et au prix éventuellement de naissance peut-être un peu abusivement réalisée sur un plateau cardiologique pédiatrique, eh bien, étant donné la variabilité du pronostic de beaucoup d'entre elles, il nous semble tout à fait légitime de proposer cela aux familles, qu'un traitement actif soit planifié après la naissance ou qu'un accompagnement, voire des soins palliatifs, soient programmés, car cette prise en charge s'avère presque aussi complexe que la prise en charge active de ces enfants. Je vous remercie de votre attention. Merci, je crois que vous êtes le commentateur de cette très belle communication. Merci Yves. Oui, j'avais oublié de préciser, mais vous le saviez, que Yves Gilles, le chef du service de la maternité de Necker, et qu'à ce titre, il travaille en étroite collaboration avec le service de Patrice Vouet. Et donc, il y a donc une concentration de spécialistes de cardiopathie des fœtus et des nouveau-nés qui se trouvent là. Je n'ai pas particulièrement de commentaires à faire ou de discussions à mener, sinon à peut-être vous poser quelques questions. D'abord vous féliciter, bien sûr. Mais alors, ma question est la suivante. Avant d'arriver chez vous, dans le centre de Necker, ou bien avant d'arriver, comme vous l'avez dit, chez un cardiopédiatre spécialisé, le dépistage se fait de façon collective, de façon généralisée. Alors, vous avez dit aussi qu'il y a eu un énorme progrès dans la façon dont les obstétriciens du niveau 1, si on veut dire, de base, se sont formés au dépistage de ces cardiopathies congénitales, et notamment grâce à ceux et celles que vous avez cités, Marie David, etc., enfin tous ces CD qui ont circulé, qui ont contribué à la formation des échographistes. Mais, premièrement, quels sont les critères qui leur permettent? Alors, les critères, vous les avez dit, mais disons, quelle est la fréquence avec laquelle ces échographistes ordinaires ne connaissent pas, ne retrouvent pas ces anomalies qui vont permettre de référer au cardiopédiatre? Et autrement dit, est-ce que vous savez quelle est la proportion de ces enfants qui naissent sans avoir été diagnostiqués avant d'avoir eu un transfert in utero? Là, je n'ai plus... Alors, pour ça, vous avez des registres. Il n'existe pas de données exhaustives sur tout le territoire et des registres particulièrement actifs. Il y a le registre des malformations parisien, dont j'ai extrait l'évolution du dépistage et du diagnostic de la transposition des gros vaisseaux. Il y a des registres similaires dans certaines régions particulièrement actives là, comme celle de Grenoble ou encore Pays de Loire. Mais voilà, quand on prend aux deux spectres, les cardiopathies les plus graves, c'est plus de 80% de dépistage et de diagnostic. Les cardiopathies particulièrement critiques comme la transposition des gros vaisseaux, on arrive à 70% et au-delà maintenant. Et puis, de façon intermédiaire, il y a beaucoup de cardiopathies dont l'impact périnatal ne va pas être majeur. Et parallèlement à l'effort de formation des obstétriciens, il faut bien entendu aussi améliorer le dépistage de ces cardiopathies à la naissance dans les maternités avec l'oxymétrie de pouls, par exemple, qui est un grand enjeu là, en particulier en Angleterre, pour essayer de dépister des cardiopathies de moindre gravité, en tout cas immédiatement, mais qui, si elles sont négligées, peuvent ensuite évoluer, y compris des communications interventriculaires qui ne se fermeraient pas spontanément, et des cardiopathies un petit peu, entre guillemets, mineures comme celle-là, dont il est impossible de connaître le dénominateur exact dans leur dépistage prénatal, puisqu'il y a des tas d'individus qui ne seront pas diagnostiqués, voire jamais diagnostiqués avec cette anomalie. Alors, autre question, comment se prennent les décisions d'interruption médicale de grossesse? Vous nous avez dit qu'il y avait une recherche, une étude systématique du cariotype, bien sûr, classique, et puis une analyse de l'ADN, du génome. Mais est-ce qu'il y a des anomalies cariotypiques qui, malgré tout, sont compatibles avec, à la demande des parents, bien sûr, qui sont informés, avec une chirurgie néonatale, ou est-ce que, je pense à une trisomie 21 par exemple, ou autre chose, est-ce que ça conduit systématiquement à une interruption de grossesse, ou bien est-ce qu'il y a une discussion là-dessus? Alors, l'interruption de grossesse, elle n'est bien entendu en France jamais proposée.
sa demande est examinée par un collège qui siège dans les centres de diagnostic pluridisciplinaire, mais la demande doit venir explicitement de la femme enceinte, même pas du couple légalement. Et par conséquent, il y a différents types de demandes. Il y a des demandes qui pourront être reconnues comme justifiées quand elles rentrent dans le cadre de la loi, c'est-à-dire que la malformation n'est pas curable au moment du diagnostic, elle va être létale ou elle va être source d'un handicap grave. Ces termes sont assez généraux, mais lorsqu'ils sont évalués par un collège de spécialistes bienveillants, je pense qu'il vaut mieux rester aussi peu précis que cela et ne pas avoir un catalogue des anomalies qui ne pourront pas être interrompues. Donc ça, c'est si c'est la demande des parents. Alors, sur la demande de cette femme, je pense qu'il y a eu une évolution, elle n'est pas chiffrable vraiment, mais une évolution qui est que ce que supportent le moins les femmes enceintes quand il s'agit d'un doute sur l'avenir de leur fœtus, c'est l'incertitude qui soit en face d'elles. Or, d'améliorer la performance du diagnostic, d'améliorer tout en parallèle, puisque c'est eux qui ont fait cet enseignement, les filières de soins pour amener à un avis compétent très rapidement, laisse très peu de temps aux femmes sur les cardiopathies pour se détacher de cet enfant à venir. Et donc, on a, je trouve, de façon très surprenante, peu de demandes d'interruption de grossesse qu'on pourrait, sur un plan médical, trouver abusives dans le domaine des cardiopathies, parce que ces femmes sont adressées à des gens compétents très très rapidement. C'est ce que Claire Facchetti appelait le maléfice du doute. C'est ce qui condamne le plus de fœtus, c'est de ne pas avoir en face de soi un interlocuteur qui donne des arguments sûrs et crédibles. Or, pour les cardiopathies, je trouve que aussi la filière de soins en France est absolument remarquable et on n'a pas de demande farfelue ou abusive sur un plan médical. Donc, on a un œil, en tout cas à Necker, aussi extrêmement bienveillant pour des cardiopathies extrêmement complexes dont le pronostic est absolument irrémédiablement sombre et qui nécessitent des accompagnements et des soins palliatifs. Le cariotype anormal, si c'est le souhait bien informé de cette femme, n'est pas non plus un obstacle à sa prise en charge. Et nous avons d'ailleurs beaucoup de ces femmes qui fuient leur maternité d'origine, à qui on a dit, de toute façon, il a une trisomie 21, donc c'est la peine qu'on vous revoie avec des échographies, d'évaluations successives, ça ne sert à rien. Et les malformations associées? Alors, les malformations associées, quand le puzzle peut être reconstitué, et pour ça, un avis génétique autorisé est absolument indispensable, le saut qu'on a fait récemment, dans les 5 dernières années, c'est l'utilisation des puces à ADN, la CGH-ARE ou l'ACPA, qui permet de trouver des équilibres génomiques qui n'apparaissaient pas sur le cariotype standard. Et là encore, ça permet de donner l'information la plus complète et le risque résiduel à ces femmes et d'écouter si une demande se fait jour d'interrompre ou si elles souhaitent poursuivre leur grossesse. Mais je pense que la CGH-ARE dans l'exploration d'une cardiopathie hors transposition des gros vaisseaux isolés simples est maintenant devenue assez incontournable. Alors, y a-t-il des questions? On peut faire le diagnostic échographique à partir de quelle semaine? Alors, il y a 3 échographies systématiquement proposées pendant la grossesse. Une échographie à milieu du premier trimestre, 12 à 14 semaines d'aménorrhée. Et cette échographie permet de définir un risque d'anomalie de cardiopathie plus qu'un diagnostic de cardiopathie, encore que dans la performance, ceci peut être fait pour certaines anomalies. Mais en tout cas, il existe un marqueur très peu spécifique qui est l'œdème du cou du fœtus, qui est statistiquement très lié éventuellement à la présence d'une cardiopathie. Chez ces femmes qui ont des pistes du cou à risque, on leur propose un examen cardio-pédiatrique anténatal à un terme intermédiaire entre cette échographie et celle qui est normalement programmée 2 mois et demi plus tard. On les revoit généralement à 16 semaines avec un cardiologue en consultation conjointe pour essayer d'affirmer la normalité du cœur ou pas. Et puis, l'échographie qui est l'examen principal dans ce dépistage et ce diagnostic des anomalies cardiaques, c'est l'échographie du 2e trimestre qui a lieu vers 22-24 semaines. Et c'est aussi ce qui explique l'avance qu'a eu ou qu'a toujours la France par rapport à des pays anglo-saxons, où cette écho du 2e trimestre est faite beaucoup plus tôt, à 18-19 semaines, qui n'est pas un terme
où l'examen du cœur est facile parce que l'axe utérin et l'axe du fœtus est très verticalisé et on a du mal à passer sur des coupes axiales du cœur très bien faites. Lorsqu'on fait cet écho à 22-24 semaines, l'examen du cœur peut être vraiment complet et c'est le pourvoyeur principal des suspicions ou des diagnostics de ces cardiopathies. En France, il existe aussi un petit exotisme qui est de proposer une échographie au 3e trimestre de la grossesse, à 32 semaines, donc 2 mois avant le terme. Cette échographie doit beaucoup à Laurent Fermont, qui, dans son expérience initiale de pionnier de l'enseignement, remarquait que les références qui lui étaient envoyées étaient assez souvent tardives, et en gros 15% des cardiopathies sont diagnostiquées au 3e trimestre. D'autres questions? Eh bien, merci Yves, alors à tout à l'heure.